Bienvenue à tous sur cette visioconférence sur l'équilibre alimentaire. Cette visioconférence est organisée en partenariat avec Home Transition, Adaptia et financée par la Conférence des financeurs du département de l'Orne avec le soutien de la CNSA. On les remercie grandement. Donc aujourd'hui, vos intervenants, alors ce n'est ni Chloé ni Pascal aujourd'hui, c'est moi, Gwendoline Cotrez. Donc de mon côté, j'organise depuis maintenant pratiquement 2 ans des visioconférences et des conférences à destination des retraités. Vous n'hésitez surtout pas, que vous soyez professionnel ou senior, à communiquer auprès des personnes, soit que vous accompagnez, soit de votre entourage. Ces vidéoconférences sont gratuites, accessibles à tous et on peut y accéder en s'inscrivant sur movadom.eventbrite.com. Bonjour Catherine. Donc, Laure, je te laisse prendre la main, te présenter et nous présenter cette magnifique thématique sur l'équilibre alimentaire. Superbe. Donc, bonjour à tous. Est-ce que là, tout le monde m'entend bien? C'est bien vérifié? C'est tout bon? Gwendoline, de ton côté, c'est tout bon aussi? Je t'entends très bien. Il y a peut-être un léger grésillement. Peut-être le mettre un petit peu plus bas. Oui, je pense que ça peut peut-être Est-ce aider. que là, c'est mieux? Ouais, ça m'a l'air mieux, Super. tout à fait. Bon. Surtout si jamais vous avez l'impression que ça va trop vite ou pas assez, un petit message aussi sur le chat pour dire: «Attention, vous parlez trop vite» ou «Attention, ralentissez». Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler, d'équilibre alimentaire et j'avoue que l'équilibre pour l'équilibre, en gros, on sait à peu près tout ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger. Maintenant, je dirais que ce qui fait qu'on a du mal à le mettre en place, c'est parce que la notion de plaisir vient contrecarrer aussi, notre motivation ou notre envie de bien faire ou de suivre une certaine directive. Donc je vous propose justement, de pallier à ça et de se dire, le plaisir, il faut qu'on le prenne en compte pour que justement l'équilibre soit réaliste et se tienne dans le temps. Hem, donc pourquoi on fait attention à ce que l'on mange, d'après vous? Pourquoi au quotidien vous êtes vigilant à pas manger de trop, de ci, de pas, de voilà? Eh bien, tout simplement parce que, on nous demande, on nous dit pour être en bonne santé, pour garder la santé, effectivement, on n'arrête pas de nous rabâcher qu'il faut manger plutôt ci que pas ça, que enfin voilà. Donc en gros, on a beaucoup d'informations qui nous disent que, ce que l'on mange, c'est aussi une façon d'être ce que l'on est. On nous dit aussi que, notre intestin est notre 2e cerveau, donc il faut bien le nourrir. On a beaucoup d'informations et les médias aiment beaucoup ce genre d'articles ou ce genre d'informations sur la nutrition, ce qui fait que vous êtes un peu perdu. Parce que vous savez qu'il faut bien manger pour être en bonne santé, mais quelle est la signification du bien manger? Quel faut pas et puis ça se contredit, donc on est un peu perdu. Donc trop d'informations tue l'information. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, le but, c'est de vous donner une ligne de conduite facile sur qu'est-ce que l'équilibre alimentaire et comment la mettre en place au quotidien avec cette notion de plaisir. Parce qu'on a vu que finalement, quand on vous dit: «Oui, mais moi, ce qui me met dedans, c'est parce que, je suis invité le week-end ou il y a trop de réceptions ou les enfants passent à la maison». Bon, finalement, au premier confinement, on était tous coincés chez nous et censément, on pouvait voir personne et je le vois en consultation, c'est à ce moment-là, on a tous pris du poids. Donc ça veut vraiment dire que la notion, je dirais, de plaisir, quand on n'est pas avec les autres, on la trouve ailleurs aussi. Donc dans tous les cas, il faut trouver quelque chose qui soit cohérent par rapport à enfin une ligne de conduite en tout cas, cohérente vis-à-vis de ce que l'on vit. Et ce que moi je vis au quotidien n'est même pas la même chose que Gwendoline, que Jocelyne, que Blandine, que voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on trouve une ligne de conduite qui puisse s'adapter. Laure, je me permets de te couper, légèrement parce qu'en fait, on a parfois ça coupe un petit peu la vidéo. Je pense que ça serait pas mal que tu coupes ta vidéo, que tu D'accord, désactives ta vidéo. Comme ça, tu auras un petit peu plus de puissance, parfait. Ça internet. Donc on ne te d'accord. verra pas, mais à mon avis, ça Je pense que ça vous ferez sans, ça va évitera. aller. Voilà, exactement. Super. Donc, je vais passer la petite vidéo qui récapitule tout ça. Hop, alors il faut que hop, donc
Donc toi, effectivement, Laure, tu reçois des personnes qui viennent, d'eux-mêmes ou c'est, orienté par des médecins, ce genre de choses? Alors Comment c'est tout, ça? c'est tout. C'est-à-dire que ça peut être des personnes qui sont orientées par leur médecin ou par le centre hospitalier qui les suit parce qu'il y a un souci, je Mmh. dirais, pathologique, Mmh. diabète, cancer, ce genre de choses. Covid long aussi, on a de plus en plus, Covid long. Ah À oui. la fois pour Mmh. des facteurs de dénutrition parce que quand souvent c'est des gens qui n'ont pas de goût ou pas d'odorat, Ah ben bah, on bien mange plus sûr. du tout de la même manière. Mmh mh. Et puis, bah, quand vous avez plus le plaisir de manger, bah, soit vous mangez trop, soit vous mangez pas assez. Et puis les covid longs avec beaucoup de toux et de problèmes respiratoires qui fait que finalement votre organisme, comme pour un cancer ou comme pour toute pathologie, va dépenser beaucoup plus d'énergie, alors que vous au quotidien, vous en apportez pas suffisamment autant ou pas dans des bonnes compositions. Donc voilà. Mmh. Mais D'accord, après très ça peut bien. être pour quelqu'un qui souhaite perdre quelques kilos, avant de se mettre en maillot de bain. Oui, il y a différents types de situations. Ou après les fêtes où on se dit: «Ah non, ça va pas, allez, on se». Donc je vais passer la vidéo. Vous n'hésitez pas à me dire normalement, là, vous voyez l'écran, la première élément de la vidéo. Est-ce que c'est bien le cas, Laure? Oui, 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 c'est tout bon. Oui et normalement, le son devrait À quoi ça sert? Ça veut dire C'est quoi parfait. ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Pourquoi doit-on faire attention à ce qu'on mange? Avant que l'homme ne vive dans de jolies maisons avec des frigos pleins, il était chasseur-cueilleur. C'est-à-dire que l'homme préhistorique se nourrissait de racines, de baies et de viande. Autant dire que les sodas, les glaces et les pizzas, il n'en avait pas. C'est au fil des siècles que notre alimentation a changé. Mais on mange bien mieux maintenant, non? Oui, car l'agriculture a permis d'avoir plus de légumes, de céréales, de viande et de produits laitiers. Et ça, c'est bien. Mais l'agriculture a aussi permis de produire plus de sucre et de gras. Et depuis 100 ans, on mange de plus en plus de produits industriels. Ces aliments, produits dans des usines, comme les biscuits ou les chips, contiennent souvent plus de sucre et de graisse qu'il ne faudrait. Pourquoi? Car notre corps adore ça. Ce corps de chasseur-cueilleur est fou de plaisir devant ces aliments qu'il n'aurait jamais croisés dans la nature. Il en redemande. Et les professionnels de l'alimentation le savent. Ils ajoutent du sucre dans tout un tas d'aliments, même salés. Cette alimentation peu naturelle finit par faire grossir ceux qui la mangent. Ils sont en surpoids, voire parfois obèses. Et c'est très dangereux pour le corps. Cela abîme les articulations, fatigue le cœur et augmente les risques de maladies. Voilà pourquoi il ne faut pas manger trop gras ou sucré. Hélas, les aliments industriels sont peu chers et faciles à manger rapidement. Contrairement aux aliments de meilleure qualité qui contiennent ces goûts dans des quantités limitées, mais adaptés à notre corps préhistorique. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. super. Ah, elle est très sympa cette vidéo. Bien dynamique. Ah Donc oui, vraiment tout à fait. alors là, voilà, je vais reprendre la main sur le Oui, tout PowerPoint. à fait, je te le remets et alors normalement, moi, je peux remettre, ouais, normalement, tu prends la main et puis après, il faut que tu retournes, à ta slide. Donc vraiment, ce que je voulais vous montrer par le biais de cette petite vidéo, c'est que, on est un peu perdu parce qu'à la fois, on nous dit qu'il faut bien manger, qu'il faut manger de tout et en même temps, on voit bien que les industriels, il faut aussi que la notion de plaisir nous permette d'aller plus vers ces produits-là parce qu'on en redemande. Donc c'est un peu qu'est-ce qu'on doit faire et comment faire en sorte pour que ça se passe bien? Donc le plaisir de manger pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que vous éprouvez du plaisir ou le besoin de retourner vers certains aliments ou d'autres que surtout vous ne voulez pas entendre dont vous ne voulez pas entendre parler? Donc on l'a dit tout à l'heure, finalement, le goût, merci Catherine, mais c'est alors il y a le goût, ça va être aussi par exemple le plaisir de manger, ça va être la façon dont c'est présenté. Une assiette, si vous mettez une tranche de jambon dans une feuille de cellophane, avec, un reste de salade, ça c'est pas très appétissant. Alors que s'il est roulé avec un petit brin de persil, tout d'un coup, ça va changer les choses. Donc si on est tout seul à table ou si on est en compagnie, ça va encore changer les choses. Donc finalement, le plaisir de manger, c'est pas l'acte de manger en soi, c'est aussi tout ce qui va avec. Et souvent, quand vous aimez certains types d'aliments, pourquoi les fameuses gaufres de votre grand-mère ou le gratin de mamie était tellement bon? C'était parce que c'était mamie qui le faisait et parce qu'il y avait un ensemble de facteurs qui se mettaient autour, organoleptiques, mais aussi souvenirs et ce genre de choses qui font que
ça nous permettait quand même d'avoir, un souvenir positif vis-à-vis d'un aliment et l'inverse est vrai. Moi, je peux vous dire que les lentilles, je ne peux pas en manger parce que gamine, j'ai retrouvé un mégot de cigarette dans mes lentilles à la cantine. À l'époque, on pouvait même fumer dans les avions, vous imaginez? Donc forcément, tout d'un coup, vous faites une relation de cause à effet entre ce que vous avez mangé, le mégot et ça passe pas. Donc on a tous un peu cet effet-là. Donc le plaisir de manger, finalement, c'est très vague. Donc moi, ce que je vous propose sur cette notion de plaisir, c'est vraiment de donner l'action, le nos 5 sens. Qu'est-ce que nos sens vont apporter comme information sur un aliment qui fait que tout d'un coup, je vais l'aimer, je ne vais pas l'aimer? Nos 5 sens, voilà, c'est cette roue-là. Donc, qu'est-ce qui fait que vous allez aimer un aliment ou pas? C'est parce que en bouche, il va être croquant ou alors plutôt mou. Et d'ailleurs, si je vous demandais comment vous aimez la purée, vous avez des gens qui vont vous dire qu'ils l'aiment lisse, vous d'autres qui vont dire granuleuse, d'autres avec un léger morceau. Voilà, donc ça va jouer. Et puis, est-ce que le goût est acide? Est-ce que c'est amer? Est-ce qu'on sent le chaud ou pas? Est-ce que c'est très froid? Tout ça va jouer. Le fait aussi de pouvoir manipuler l'aliment. D'ailleurs, on le voit bien, les enfants, quand ils sont tout petits, il y a une tranche d'âge où ils prennent tout à la main parce qu'ils ont besoin de vérifier. Et ils vont sentir d'abord, ils vont mettre en main, ils vont jouer un peu avec les aliments pour s'approprier aussi les aliments. Pourquoi on aime tous aller chez McDo? Alors, je dis tous entre guillemets, mais pourquoi? Et pourquoi les pique-niques sont toujours aussi sympas et ont toujours un souvenir mémorable dans nos têtes? Parce que finalement, vous mangez avec les doigts la plupart du temps. Et ça a un côté sympa aussi, ça. C'est pas tous les jours. Alors que les enfants à table, quand ils sont petits, on leur apprend à manger avec des fourchettes, des couverts et voilà. Donc ça va jouer. L'odeur, quand vous arrivez quelque part et que ça sent bon, on a envie de tester, on a envie de goûter. Quand ça ne sent rien, quand c'est insipide, ça donne pas envie. Le visuel aussi. Est-ce que c'est bien présenté, pas bien présenté? Est-ce que c'est une jolie table ou pas? Par exemple, je donne toujours cet exemple-là. Vous arrivez sur une aire d'autoroute, pendant les vacances au mois d'août. Vous arrivez, il est, 12:00 ou 11:30, midi pour, manger avant le rush. Vous avez un plateau, vous avez une chaise, vous avez de quoi, vous restaurer dans ces restaurants d'autoroute. Si vous arrivez à 13:30 ou à 13:45, les tables sont sales, le sol est sale, il y a des restes de plateau un peu partout, bon, et ça donne pas envie. Donc il y a un contexte aussi, il y a un visuel. Heu, est-ce que la pomme, elle est, verte ou elle est bleue? Est-ce qu'elle est, brillante ou pas? Tout ça va jouer. Et puis le son. Est-ce que c'est croquant ou pas? Est-ce que quand, je fais cuire quelque chose, je sens que ça frémit, ça bout et je l'entends ça, je le vois, mais je l'entends aussi. Tout ça va avoir un impact sur le fait que l'on va aimer ou pas aimer un aliment. Si je devais vous donner, l'exemple de la banane, vous avez des gens qui vont les aimer très mûres, d'autres plutôt vertes, parce qu'en bouche, ils vont vous dire que la sensation bouche n'est pas la même. Il y en a qui vont vous dire qu'ils commencent par, manger des 2 côtés parce que ils vont déjà l'éplucher et après, ils vont la manger d'un côté puis de l'autre. D'autres, ils vont vous dire: «Ah ben non, moi je l'épluche au fur et à mesure». Il y a une odeur qui est particulière, qui reste sur les mains. Il y a une sensation aussi qui peut rester sur les mains. Visuellement, est-ce que c'est une petite, est-ce que c'est une grande banane ou pas? Et puis, est-ce que ça fait un bruit ou pas, en oreille? Le fait aussi de retirer la peau, ça a un bruit. Tout ça va jouer sur le fait que j'aime ou j'aime pas et pourquoi c'est ce type de banane que j'aime et pas l'autre. On pourrait faire exactement la même chose sur le pain, sur, une pomme, sur ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça peut aussi, vous, être intéressant sur certains aliments, vous dire: «Mais pourquoi j'aime cet aliment? Est-ce que c'est la façon dont je le mange? Est-ce que c'est la façon dont je le perçois?» Ce genre de choses. Je pourrais aussi vous donner un exemple. Moi, quand j'étais petite, ma grand-mère nous emmenait au salon de thé. Alors ça redevient à la mode, mais on a été, longtemps sans avoir forcément ce genre de choses, à proximité et en fait, ce que j'adorais, c'est que si on finissait pas tout à fait notre gâteau, la dame nous l'emballait mais alors, vous savez, version petit cône avec et puis on le tenait par le petit bout de ficelle en haut et franchement, ça, maintenant, quand je vais dans une boulangerie, j'aime avoir ce petit cône, cette pyramide où j'ai mon petit biscuit et je le prends comme ça. Mais pourquoi? Parce que ça fait référence à un souvenir gustatif, à un moment de vie. Donc ça, c'est important et tout le plaisir que nous éprouvons par tous nos 5 sens va jouer sur le fait qu'on va bien manger. Alors, on va bien manger soit parce que c'est le gustatif qui prend le dessus, soit parce que c'est bon pour notre santé, enfin voilà. Mais en gros, qu'est-ce que veut dire bien manger? Pour vous, qu'est-ce que c'est bien manger?
Alors, on avait dit tout à l'heure, c'est la santé, le fait que je mange pour être en bonne santé. Équilibre alimentaire, bon, est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas? Voilà. Bien manger, ça peut être aussi avoir des horaires de repas réguliers, par exemple. Ça peut jouer. C'est important. Le plaisir équilibre, moment de convivialité, par exemple. Voilà. Donc, on voit que tout ça, finalement, la notion de bien manger, c'est comme la notion de plaisir. C'est assez personnel et on a tous une idée sur la question, variété, par exemple, de savoir si c'est bon pour ma santé ou pas, si ce bien manger correspond à un besoin ou pas. Et donc, effectivement, la saisonnalité, on en parlera tout à l'heure. Donc, bien manger et équilibre alimentaire, on va vous montrer que c'est possible. Voilà la pyramide alimentaire. La pyramide alimentaire, c'est ce que j'ai trouvé de plus visuel pour vous montrer ce que nous devons manger en quantité adaptée en fonction de nos besoins. Je répète quand même, et je me permets quand même cette petite aparté, c'est que nos besoins sont en fonction de la dépense énergétique que nous avons. Si vous faites beaucoup d'activités physiques, vos besoins vont être adaptés à la dépense de l'activité physique. Si vous êtes plutôt, comme en ce moment, si moi je suis en Normandie, il fait pas très beau, il fait froid et vous êtes plutôt à passer la journée, dans votre canapé, ou, à faire des mots croisés, et bien, vous n'allez pas avoir une dépense énergétique très importante. Donc vos besoins ne vont pas être les mêmes. On parlait tout à l'heure avec Gwendoline justement de personnes qui peuvent être avec une pathologie. Ben là, votre organisme, il a besoin de dépenser plus pour vaincre cette pathologie. Donc, il faut aussi que vos apports nutritionnels soient en adéquation. Et c'est pour ça que cette pyramide, elle est intéressante parce qu'on voit que la base de la pyramide, c'est ce dont nous avons réellement besoin. Et puis après, plus on va vers le haut de la pyramide, moins c'est essentiel pour notre santé. Et finalement, si on regarde ce qui est le moins essentiel pour notre santé, c'est ce qui gustativement aurait tendance à nous plaire le plus. Donc l'idée, c'est manger de tout en quantité adaptée en fonction de nos dépenses énergétiques et en fonction aussi de nos réels besoins. Donc vous voyez que la base, ce sont ce que j'appelle les féculents. Les féculents, on les appelle comme ça parce qu'ils vont vous apporter de l'énergie disponible longtemps après les avoir mangés. Quand on vous dit, bah, si vous faites du sport, il est important de manger des féculents, d'avoir une bonne plâtrée de pâtes pour tenir toute l'activité physique, c'est vrai. Donc, vous allez mettre en quantité cette famille des féculents par rapport à votre dépense énergétique. Elle va vous apporter également des fibres alimentaires. Et cette sensation de rassasiement est possible grâce à des glucides dits lents, donc digérés de nouveau lentement, voire ingérés. Donc là, on va l'adapter en fonction de nos dépenses énergétiques et puis en fonction de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Donc dans cette famille-là, on va avoir tout ce qui est pain, pâtes, riz, pommes de terre, blé, semoule, tout ce qui va être légumes secs, lentilles, flageolets, haricots blancs, voilà. Mais on pourrait aussi aller plus loin en disant que tout ce qui est farine. Mais finalement, quand vous faites une quiche, une pizza, votre source de féculents, c'est la farine qu'il y a dedans. Si vous faites un gâteau ou une pâtisserie, votre source de féculents, c'est la farine qui est contenue dans cette préparation pour une pâtisserie. Si vous faites un friand au fromage, votre source de féculents va être en entrée et ça va être votre source ça va être la farine qui est contenue dans ce friand au fromage. Un riz au lait ou un gâteau de semoule en dessert, c'est une source de féculents. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un féculent à chaque repas. Idéalement, on dit qu'on en met à la hauteur de votre paume, de votre main. C'est à peu près ce qui se dit. Après, vous adaptez en fonction de votre dépense énergétique et en fonction aussi de votre sensation de rassasiement. De combien j'ai faim. Ensuite, vous voyez, la deuxième partie, ça va être tout ce qui est fruits et légumes. Et là, ces fruits et légumes, ils sont importants parce qu'ils vont nous apporter des vitamines, des minéraux. Ils vont également nous apporter une quantité non négligeable d'eau, alors plus ou moins en fonction de si vous consommez ces produits crus ou cuits. Et puis, ils vont vous apporter des fibres alimentaires. Et là, j'aurais tendance à dire que ce qu'il faut, c'est pas forcément se focaliser sur le côté frais ou pas frais. Il faut vraiment se focaliser sur la saisonnalité. C'est ce que Catherine nous a écrit tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous consommez des tomates en ce moment, ben, il n'y a pas beaucoup de vitamines. Elles ont été ramassées assez tôt pour pouvoir mûrir pendant le transport et elles viennent de loin. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Des fraises en ce moment, c'est pareil. Gustativement, je ne suis pas sûre qu'elles soient très intéressantes et au niveau vitamines, on n'a rien. Donc vraiment, le but, c'est de gérer
vos achats en fonction de la saisonnalité parce que les produits de saison vont vous apporter le maximum de vitamines et de minéraux à un moment T en fonction de type de récolte. Vous voyez bien les choux-fleurs ou par exemple les oranges, vous allez retirer les feuilles, vous allez retirer la peau autour pour nous permettre finalement de garder la substantifique moelle ou du moins l'apport en vitamines le plus intéressant possible. La peau et les feuilles vont protéger ce que vous allez consommer pour être sûr d'avoir des vitamines et des minéraux en conséquence. Tout ce qui va être produit basique, surgelé ou en conserve, en gros, ils sont aussi extrêmement intéressants d'un point de vue minéral et d'un point de vue vitaminique, pardon, tout simplement parce qu'ils sont mis en conserve ou mis en surgélation dans les 2 heures après le moment où ils ont été cueillis. Donc la perte en minéraux et en vitamines est vraiment négligeable. Alors que votre concombre que vous avez acheté il y a une semaine et qui est dans votre tiroir à légumes depuis une semaine, des fois on voit bien que, en vitamines et minéraux, il y a plus grand chose. Donc faites attention à ça. De plus, pour les personnes qui vivent seules ou à 2, des fois, c'est plus facile d'acheter du chou-fleur surgelé et vous allez consommer que ce dont vous avez besoin, plutôt que d'acheter un chou-fleur complet et puis savoir sous quel format le manger parce que vous en avez ras-le-bol. Donc ça aussi, ça joue sur le plaisir. Quand ça fait 5 jours de suite que vous mangez du chou-fleur, ras-le-bol, quoi, on n'en a plus envie. Donc pensez à ça. De plus, les produits que vous avez achetés frais, si vous les cuisinez en grande quantité, vous pouvez aussi les congeler après pour éviter de remanger 3 ou 4 fois la même chose. Donc pensez à ça aussi. Donc vraiment, ces vitamines et ces minéraux sont intéressants parce qu'on en a besoin pour avoir notre coup de boost, surtout en ce moment où il fait plus froid et on a moins de soleil, on est moins dehors. Mais pensez quand même à aller plutôt régulièrement faire des provisions pour avoir des produits de bonne qualité, plutôt que de faire des plats à 15 jours ou 3 semaines sur ce type d'aliments qui ne seront plus forcément bons d'un point de vue vitamines ou minéraux. Ensuite, nous avons la partie protéique. Les protéines, on en a dans tout ce qui est viande, poisson, œufs, abats, tout ce qui est crustacés, produits de la mer et également dans les produits laitiers. Et là, ces protéines, elles sont intéressantes parce qu'elles vont vous permettre de capitaliser votre masse musculaire. Et ça, c'est ce qui nous permet de tenir debout. Alors, l'activité physique nous aide aussi à capitaliser notre muscle, mais si vous n'avez pas une bonne consommation en, produits type viande, poisson, œufs, produits laitiers, vous ne pourrez pas non plus maintenir à flot votre capacité musculaire. Donc ça, c'est vraiment important et là, c'est pareil. Ce qu'il faut, c'est varier au maximum en fonction, de ce que vous aimez, en fonction aussi de ce que vous trouvez et là, il y en a pour tous les budgets. Donc tout ce qui est viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer va vous apporter aussi du fer et de l'iode, donc ça, c'est important et les produits laitiers, eux, vont vous apporter du calcium. Le calcium, c'est vraiment ce qui va vous permettre aussi d'avoir des os, une ossature en bonne santé et ça à tous les âges de la vie. Au niveau des quantités, on va vous dire finalement que pour tout ce qui est viande, poisson, œufs, on aurait tendance à en manger de trop parce que nos habitudes alimentaires fait que finalement, on en trouve sur toutes les étals. Donc là, ce qu'il faut, c'est plutôt se dire soit c'est une belle portion par jour, soit 2 petites portions. Si on devait vous donner un ordre d'idée, c'est vraiment la paume de votre main. La paume de votre main à chaque repas. Donc c'est vrai que des fois, quand vous avez une entrecôte, ça va être beaucoup plus et puis vous voyez bien que des fois, c'est plutôt 2 œufs qu'un œuf parce que sinon ça ne ferait pas beaucoup. Donc à vous de prendre ça en compte et tout ce qui va être poisson, ça peut être tout ce qui est sardines, tout ce qui est thon, ce genre de choses, ça marche aussi et c'est une bonne qualité à la fois en protéines et en acides gras. Tout ce qui va être viande, poisson, œuf, en fonction de votre choix, vous avez des viandes ou des poissons maigres et d'autres qui sont plutôt gras. Ne vous focalisez pas que du maigre. Non, il faut un peu des 2 parce que, par exemple, certains poissons dits gras vont vous apporter aussi des acides gras essentiels et des omégas que vous ne trouverez pas ailleurs. Donc l'intérêt, c'est quand même de varier vos sources de viande, de poissons et de crustacés pour essayer d'avoir des choses qui sont en adéquation entre le maigre et le gras. Pour les produits laitiers, donc ce fameux calcium est important, les protéines aussi et alors surtout en Normandie, on aurait tendance par contre à en abuser un peu, puisqu'on aurait tendance à faire fromage plus yaourt et idéalement, c'est un produit laitier par repas. On va être en adéquation sur un morceau de fromage type 30 grammes et pas la moitié du camembert et ça va vite.
ou alors 30 grammes de fromage râpé dans certaines préparations, ou un yaourt ou un verre de lait. Mais c'est fromage ou yaourt, c'est pas les 2. Et là, la consommation sera plutôt à 3 fois par jour en moyenne, sur votre journée alimentaire et ce sont des portions, c'est pas la moitié du camembert, je me répète. Voilà. Donc si on devait aussi faire un point, tout ce qui est viande, poisson, œufs ou produits laitiers, il en faut à chaque repas dans des quantités raisonnables et à chaque repas, vous allez avoir donc une source de fruits et une source de légumes en adéquation en quantité avec une source de féculents. Alors des fois, on peut mettre un peu moins de féculents pour avoir un petit morceau de pain à côté. À vous d'évaluer ça. On voit aussi que sur le haut de la pyramide, nous avons quand même tout ce qui est margarine, beurre, crème fraîche et ce genre de choses. Et ça, c'est la famille des matières grasses dites ajoutées. Ajoutées parce que c'est vraiment le phénomène de les ajouter à votre technique de préparation ou à votre technique de cuisson pour soit éviter que ça adhère sur la poêle, soit donner du goût. Donc, c'est vraiment important de se dire que ça va être en quantité adaptée et plutôt de façon raisonnable que par louche, finalement, soit de crème fraîche, soit de beurre. Voilà. Mais ça, on le sait tous. Mais c'est vrai que des fois, la notion de plaisir fait qu'on va rajouter un peu plus de crème fraîche alors qu'on ne devrait pas. Et donc, cette famille-là, elle est quand même très importante parce qu'elle va vous apporter des vitamines A, D, E, K que l'on ne trouve que dans cette famille-là. Donc ça, c'est important. Ça va aussi vous apporter des acides gras essentiels que l'on ne trouve aussi que dans cette famille-là. Si on devait faire un petit point, d'après vous, l'huile, c'est combien de pourcentage de matière grasse? Pour les laits végétaux, on va y arriver juste après. Super, merci Laure. Donc, Effectivement, j'ai vu la question de Catherine. voilà. Donc là, 100%, 80%. Et le beurre, combien de pourcentage de matière grasse? « 90. Et la margarine alors? C'est pas facile, hein? On va être obligé d'aller dans notre frigo discrètement. En visio, c'est possible. Et alors la crème fraîche normale, hein, pas la crème fraîche allégée, on parle de produits normaux. 30, 40. Donc l'huile, quelle que soit l'huile, que ce soit de l'huile de colza, l'huile de pépin de raisin, l'huile d'olive, c'est 100% de matière grasse. Ce qui va changer, c'est qu'en fonction des huiles, vous allez avoir ces fameux acides gras essentiels qui vont différer. D'où l'intérêt quand même de varier les huiles que vous consommez, à la fois en fonction de la saisonnalité et en fonction de vos goûts. L'été, par exemple, l'huile d'olive sur une tomate mozzarella, ça s'y prête. En ce moment, avec une salade d'endive ou de mâche, une huile de noix ou de noisette sera différente. Il y a des huiles qui vont se consommer à chaud, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, parce que les acides gras qui les composent ne sont pas volatiles. Et il y a des huiles qui vont se consommer uniquement à froid, parce que là, elles ont des acides gras spécifiques qui sont les oméga et qui sont volatiles. Donc, si vous achetez une huile de noix, colza, soja, ce genre de choses, eh bien, finalement, vous les achetez plus cher et si vous les faites cuire, vous allez perdre les propriétés pour lesquelles vous les avez achetées plus cher. Voilà. Après, pression à froid, pression à chaud, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, il vaut mieux des pressions à froid avec première pression plutôt que la 10e pression, parce qu'effectivement, on va avoir quelque chose forcément de plus en plus travaillé. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment penser à varier les huiles. Le beurre et la margarine, c'est tous les deux 82% de matière grasse. Ce qui va changer, c'est que le beurre va être d'origine animale, alors que la margarine va être d'origine végétale. Beurre égale cholestérol. Mais en fait, le cholestérol, à la fois, on peut en faire de façon héréditaire, on peut en fabriquer, on en a besoin. C'est s'il est en grande quantité qu'il ne sera pas bon. Et le cholestérol peut être à la fois du bon ou du mauvais cholestérol. Et l'idéal, c'est d'avoir un rapport bon-mauvais qui soit entre les deux. Petite astuce, le bon cholestérol, c'est le HDL cholestérol, le H de héros. Et le LDL cholestérol, c'est le L de loser en anglais. Nul, donc mauvais cholestérol. Et ce qu'il faut, c'est que vous ayez un rapport sur votre prise de sang de 1. Donc, si vous avez trop de bon, c'est pas bon non plus. Ce qu'il faut, c'est avoir ce bon rapport. D'accord? Et la crème fraîche, qu'elle soit semi-épaisse, épaisse, entière, enfin voilà, elle est forcément à 30% de matière grasse.
sur des produits basiques. Donc, des fois, il vaut peut-être mieux mettre un peu trop de crème fraîche plutôt qu'un peu trop de beurre, au vu du pourcentage. On est d'accord. Tout ça, dans des cohérences, dans des quantités adaptées, on est bien d'accord. Mais ce qu'il faut quand même, c'est que vous ayez l'habitude de consommer un peu de matière grasse, à la fois pour avoir un peu de réserve adipeuse et en même temps pour avoir, suffisamment d'acides gras essentiels et de bonnes vitamines. Pour répondre aux questions sur le lait végétal tout à l'heure, je rebondis aussi sur, par exemple, la crème fraîche de soja ou le lait de coco. Lait de coco, crème de soja, on est aussi à 30 de matière grasse. La seule chose, c'est que ce sera du végétal et pas de l'animal comme la crème fraîche. On est sur le même problématique que beurre et margarine. Le lait végétal, c'est un lait, c'est dit lait pour le lait d'amande ou le lait d'amande ou lait de je ne sais plus. Excusez-moi, j'ai un hic. Mais en tout cas, lait de soja, c'est boisson à base de soja. Ce n'est pas du lait. Oui, lait d'avoine. Merci Catherine. Il faut embaucher Catherine, Gwendoline, elle est très bien. Et Excellent, merci beaucoup pour votre réactivité, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de réactions, je suis très contente. Merci pour votre participation. et En même donc, temps, je vous c'est disais, passionnant, hein, on apprend plein de choses. je vous disais, le lait végétal, il a le droit de se nommer lait d'avoine ou lait d'amande parce que finalement, c'est un problème de couleur sur la réglementation. Mais sinon, ce ne sont pas des laits qui ont une équivalence en termes calciques. C'est-à-dire qu'on dit toujours calcium égale produit laitier parce que vous allez avoir une absorption de 30 à 35 du calcium qui est dans ces produits laitiers. Alors que dans le lait d'avoine, le lait d'amande ou les différentes boissons végétales qui pourraient être qui pourraient remplacer le lait, finalement, vous n'avez une absorption que de 5 Et s'ils sont enrichis sans souci, mais attention, si c'est enrichi avec du calcium végétal, vous avez quand même une absorption qu'à 5 Et ça, souvent, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas dans la réglementation. Donc, faites attention à ça. Je rebondis aussi sur les protéines d'origine végétale. S'il y a parmi vous des personnes qui ne consomment pas de viande, poisson ou œufs, ou alors moins souvent par goût, par envie, enfin les goûts changent aussi, et puis par notion de plaisir. Des personnes vont vous dire en vieillissant, j'aime moins ça. Vous pouvez aussi avoir une équivalence en protéines végétales. La protéine végétale, elle va se trouver dans la famille des féculents. Et dans ces cas-là, vous allez faire une double association de féculents. Par exemple, pois chiches, haricots rouges, ou alors boulgour avec du riz, ou boulgour avec, je ne sais pas moi, qu'est-ce que c'est, des fèves par exemple. Et là, vous allez avoir des acides aminés essentiels qui vont s'associer et donc qui vont vous permettre d'avoir une même valeur protéique que celle d'un œuf, mais d'origine végétale. La nuance, en fait, c'est que viande, poisson, œuf, d'office, la protéine est constituée de 9 acides aminés essentiels, alors que la protéine végétale n'est constituée que de 7 à 8 acides aminés essentiels, d'où l'intérêt de les associer pour être sûr qu'on arrive à avoir cette bonne adéquation. Mais maintenant, j'aurais tendance à dire que tout ce qui va être repas végétarien ou idée de recette végétarienne, vous allez sur n'importe quel site de recette, vous en avez. Et souvent, c'est extrêmement bien fait. On termine par cette vraiment notion de plaisir sur le haut de la pyramide alimentaire. Donc là, haut de la pyramide alimentaire signifie bien qu'on va les prendre de façon ponctuelle en quantité adaptée, c'est-à-dire que c'est 2 carrés de chocolat et pas la moitié de la tablette. C'est quelques bonbons et pas tout le paquet, parce qu'on est d'accord, un carré de chocolat ou un bonbon, ça ne va jamais tout seul. Il y en a forcément un deuxième qui suit. Et ça, c'est la notion de plaisir, pour être sûr qu'on a bien goûté. Donc voilà. Ils sont toujours là avec les copains. C'est ça. Et tout ce qui va être pâtisserie et tout ça, il faut aussi savoir de temps en temps se faire plaisir. D'accord? Donc, si on devait résumer, attendez, excusez-moi, j'étais un peu trop vite. Donc, les féculents, c'est la base de notre équilibre alimentaire. On va en consommer à chaque repas en quantité adaptée en fonction de nos besoins énergétiques. Fruits et légumes, donc à chaque repas aussi. Et attention aux fruits. Les fruits sont quand même très sucrés et on est à 3 portions de fruits par jour. Une portion, ça va être une pomme, ça va être une poire, ça va être 2 kiwis, ça va être 3 petites clémentines, ça va être une compote. Vigilance quand même aussi sur tout ce qui va être les jus de fruits. Le 100 fruits, sans souci, mais si vous deviez vous presser une orange, vous voyez bien que vous avez un petit fond dans votre verre. Alors que souvent, si on prend du jus de fruits tout près, on va se mettre un verre complet. Donc là, vous avez déjà vos 3 portions de fruits.
et qui vont être, comme c'est du liquide, vont être absorbés beaucoup plus vite au niveau du sucre. Viande, poisson, œuf ou équivalent végétal à chaque repas ou une grosse fois et pas à l'autre repas. Tout ce qui est produits laitiers, donc ça nous permet d'avoir du calcium et c'est pareil, à chaque repas en quantité adaptée. Et c'est pas yaourt plus fromage, dans l'idéal, c'est ou. Matière grasse ajoutée, vraiment importante pour être sûr d'avoir des bons acides gras essentiels et des bonnes vitamines dites liposolubles. Et tout ce qui est sucrerie ou plaisir salé, c'est ponctuellement et c'est plutôt en quantité raisonnable. Si on doit résumer de façon très brève, c'est ce que j'appelle la règle des 5. À chaque repas, vous devez avoir une source de féculents, patrie, pommes de terre, blé, semoule, légumineuses, légumes secs, céréales, pain ou équivalent, la fameuse part de quiche ou le gâteau, une source de légumes, cuits ou crus, une source de protéines, viande, poisson, œuf ou équivalent, un produit laitier et un fruit. Et ça à chaque repas. D'accord? En quantité adaptée, c'est-à-dire que visuellement, vous mettez bien autant de légumes que de féculents et vous avez votre portion de viande, poisson, œuf qui va être plus ou moins importante en fonction de si vous en mangez 1 ou 2 fois par jour. Donc ça, c'est vraiment notre référence. Maintenant, si vous reprenez votre pyramide alimentaire que vous avez que vous voyez bien la base est bleue. C'est-à-dire que l'eau, les apports hydriques, ce que nous buvons, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, le reste ne suffira pas. Et donc, quand on vous dit qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, c'est 1,5 litre d'apport hydrique, tout compris. Eau, café, thé, jus, potage, tout ça. Et c'est vrai que souvent, on voit, alors, je ne sais pas, je vois Gwendoline qui boit aussi. On voit passer sa gourde. C'est vrai que je bois pas mal d'eau et de thé et de pas mal de Voilà. choses. Et alors là, finalement, je vais te prendre en exemple. On boit à la fois par un phénomène réflexe, plus vous buvez, plus vous avez soif, et moins vous buvez, moins vous avez soif. Et comme on vous dit qu'il faut boire 1,5 litre, on y va. Sauf que c'est 1,5 litre tout compris. Donc, Gwendoline, tu feras ton expérience pour savoir si, en fonction de tes gourdes, de tes thés, de tes cafés, de ton potage, de tout ça, combien tu bois au total par jour. Ouais, je pense que je bois plus d'1,5 litre. Moi, j'ai Voilà. l'impression. Hein. Ouais, Et là, je vais être extrêmement vulgaire, mais tu ne pisses pas tout ce que tu bois. Donc, la différence, elle est stockée. Et ça, d'accord. oui. Et donc, c'est un phénomène de rétention d'eau. Et si vous ne buvez pas assez, vous n'allez pas vous amuser à éliminer, alors vous n'avez pas assez pour renouveler votre quota hydrique. Et donc aussi, vous faites de la rétention d'eau. Donc, vérifiez que vous buvez bien 1,5 litre tout compris, pas plus, pas moins. Et si vous faites de l'activité physique, bien évidemment, vous allez augmenter les apports hydriques pendant l'activité physique. Parce que si vous buvez qu'en rentrant de votre balade de 10 km ou de votre footing ou de la gym douce, ben finalement, vous avez très soif, vous allez boire votre verre d'eau et là, dans les 5 minutes, vous êtes aux toilettes. Donc, ça veut dire que ça n'a pas été utilisé par votre organisme. Donc, faites attention à ça. C'est vraiment 1,5 litre d'apport hydrique, tout compris par jour. Pas plus, pas moins. Alors, s'il fait très chaud, vous passez à 2 litres, on est d'accord. Et s'il fait très froid aussi, d'ailleurs, on se déshydrate aussi quand il fait très, très froid. Donc, pensez à ça. Donc là, je vous remets des petits exemples pour cette fameuse règle des 5 avec la notion de féculents. Donc, si les féculents sont en plat, ben, vous aurez un produit laitier en dessert et puis un fruit. Voilà. Il peut être aussi en plat avec la crudité en entrée. Et là, si vous avez une crudité en entrée, ce n'est pas forcément la peine de refaire un légume cuit après. Le féculent peut être en entrée. Je vous avais donné l'exemple du friand au fromage, mais ça peut être un exemple de taboulé, de salade de pommes de terre, une crêpe au jambon, ce genre de choses. Et le féculent en dessert, ça peut être aussi une part de tarte, ça peut être un riz au lait ou ce genre de choses. Si on devait faire un point sur notre équilibre alimentaire et nos 5 sens, voilà comment on devrait gérer les choses. Parce qu'on a bien vu tout à l'heure que l'équilibre alimentaire, effectivement, c'est ma fameuse règle des 5, et qu'au pays des bisounours, on est tous en mesure de la gérer, mais que le plaisir prenant le dessus souvent, comment je fais? Donc, ce qu'il faut, c'est penser aussi à cette fameuse source de féculents qui peut être variée entre l'entrée, le plat, le pain et ou le dessert, pour pouvoir se dire, limite, si je fais une tarte aux pommes, je peux me faire plaisir, mais je mangerai que des haricots verts avec mon steak ou que, je ne sais pas moi, des carottes Vichy avec mon dos de cabillaud. Mais la notion de plaisir, vous devez quand même la prendre en compte. Et cette notion de plaisir, vous allez l'avoir à la fois par ce que vous allez préparer, cuisiner. Le fait de hacher, de couper un oignon, vous voyez, vous pleurez, vous entendez le clac, 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 et puis après, ils vont rissoler dans la poêle. Donc ça, c'est à prendre en compte. Le fait aussi que ça sente bon. Quand on fait mijoter quelque chose, quand on fait cuire, on sent.
Quand vous avez quelque chose qui est coloré, si vous mangez par exemple un dos de cabillaud avec du chou-fleur et du riz, c'est extrêmement blanc. Alors vous avez beau mettre un petit coulis de tomate, à un moment donné, c'est un peu fadouille. Alors que si vous faites par exemple, de la semoule avec des haricots verts et votre fameux dos de cabillaud, visuellement, on n'a pas la même approche. L'odorat, le fait d'entendre les petits oignons qui rissolent, le fait, d'avoir, souvent quand vous faites des pâtes et que ça déborde, vous l'entendez avant de l'avoir vu. Donc ce sont des informations qui sont à prendre en compte. Et puis on sait ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Souvent, on se fait à manger ce qu'on aime. On n'a pas l'habitude de se faire à manger un truc qu'on n'aime pas. Alors chez les autres, on peut se forcer, mais voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on se fait avoir aussi parce vous l'avez vu dans la petite vidéo, les industriels, ils sont bien doués. Ils sont doués pourquoi? Parce que visuellement, vous avez les pubs qui passent à la télé, parce que c'est en début de console, parce qu'il y a des promotions et puis parce que les emballages sont hyper bien faits. Donc faites attention à ça aussi. C'est-à-dire qu'on a le droit aussi de se faire plaisir parce que tel gâteau, je le préfère à tel autre. Mais dans ces cas-là, même si au niveau du Nutri-Score ou du Yuka, il est moins bien noté, c'est pas grave parce que c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir et que vous allez manger ponctuellement. Et des plats tout préparés parce que ça arrive, parce que ça dépanne, sans souci. Mais dans ces cas-là, allez vraiment sur cette notion de plaisir parce qu'il y aura des sens que vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas l'odeur puisque quand on réchauffe, ça sent moins. La texture est quand même un petit peu différente puisque c'est un plat qui est déjà tout prêt. Et puis, souvent, c'est en barquette. Donc, au niveau de la gestuelle, on n'a pas la même approche que si vous êtes sur une belle assiette bien présentée. Donc, une fois de temps en temps, ça dépanne, mais c'est vrai que les gamelles faites maison, des fois, quand vous préparez un repas, vous en faites un peu plus pour le lendemain ou pour le surlendemain, ça peut aussi vous permettre d'éviter moins d'acheter de choses toutes faites, avec des listes d'ingrédients très importantes, et en même temps, visuellement, d'avoir quelque chose qui est plus agréable à regarder qu'un plat tout prêt dans une barquette. Voilà. Donc, l'équilibre alimentaire, c'est aussi cette notion de plaisir, et en fonction de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, il faut savoir en jouer. Alors, de vous à moi, c'est vrai qu'on a aussi souvent l'habitude de manger toujours un peu la même chose, parce qu'on manque d'idées, parce que, on se dit toujours: «Ah je ferais bien ci, je ferais bien ça», mais alors soit ça prend trop de temps, soit c'est pas réaliste, soit c'est un budget aussi qui peut être important. Donc c'est vrai que même si vous mangez régulièrement la même chose, pensez aussi à les varier. Par exemple, des haricots verts parce que vous vivez tout seul et que c'est pratique parce que c'est en conserve ou que vous faites des boîtes. Ça peut être aussi se dire, de temps en temps, je les fais en salade ou je les fais chaud. Tout ce qui va être pommes de terre, pensez aussi à vous dire que ça peut être en purée, ça peut être rissolé, ça peut être aussi passé au four ouvert en deux avec un peu de crème fraîche ou un peu de fromage. Enfin voilà, pensez à faire différentes façons et aussi en fonction de la saisonnalité. Quand vous faites un barbecue, vos pommes de terre, vous les mettez dans la braise, ça a encore un autre goût et un autre charme. Donc pensez à tout ça. Mais c'est vrai qu'il convient vraiment de se faire plaisir et d'avoir un rendu visuel qui nous donne envie de manger. J'interviens une dernière fois aussi sur une petite astuce, sur ce plaisir. La notion de plaisir, c'est aussi parce que vous allez manger tranquillement, dans un contexte qui vous permet aussi d'avoir cette notion de plaisir. Je reprends mon exemple de la station d'autoroute en plein mois d'août. Eh bien, quand vous mangez et qu'il y a un bruit pas possible autour de vous, à un moment donné, ça prend le dessus sur ce que vous mangez. Si vous mangez en regardant la télé, souvent, vous allez vous souvenir de ce qu'on vous a raconté à la télé, mais vous n'allez pas vous souvenir de ce que vous avez mangé la veille. Pareil, si on mange devant son ordinateur sur la pause déjeuner du midi. Souvent, on sait ce qu'on a fait entre midi et deux, mais on ne sait plus ce qu'on a mangé. Et ça joue. Donc, c'est vrai qu'avoir un temps vraiment sympa pour se dire, même si ça dure que 10 minutes au lieu des 20 qui sont recommandés, il n'empêche que 10 minutes où on se pose au calme et on prend vraiment le temps de manger, de savourer, c'est tout bon. Quitte à ce que on décale le produit laitier et le fruit après pour le manger un peu plus tard. Mais plus vous mangez vite, plus vous allez manger en fait. Ce qui donne l'impulsion de ces 20 minutes de repas recommandés, c'est parce que vous allez mastiquer, que vous allez saliver et donc la salivation va engendrer un minuteur au niveau de votre estomac. Donc c'est vraiment important de se caler sur ces 20 minutes et c'est ce qui fait aussi que vous aurez une sensation de rassasiement beaucoup plus importante après. Une sensation de plénitude gastrique et donc de ne plus avoir faim. Donc pensez à mettre un petit minuteur pour voir déjà combien de temps vous mettez pour manger et en fonction de ça, de réajuster.
Mais c'est vrai qu'il faut penser à manger doucement. C'est pour ça quand on est en pique-nique, on mange doucement parce qu'on mange avec les mains, puis parce que les couverts en plastique ou en pire en bambou, c'est juste insupportable, que ce soit en gustatif ou que ce soit à couper. Donc voilà. Pour les petites questions, en cas de diabète, doit-on éviter les fruits? Non, surtout pas, puisque vous avez quand même besoin d'avoir des fruits pour des vitamines et des minéraux. Non, par contre, vous allez plutôt les consommer en fin de repas, ce qui va vous permettre qu'ils soient associés au bol alimentaire et donc éviter un pic glucidique trop important et une rechute après. Donc, consommez-les plutôt en fin de repas que isolés en milieu d'après-midi, par exemple. Et si vous deviez faire une collation dans l'après-midi, mais plutôt un fruit qui se croque et qui se mastique, avec pourquoi pas un yaourt ou un produit laitier pour que la protéine du produit laitier compense le sucre, que sous forme de jus, qui va être forcément absorbé très vite. L'exemple de Michel avec pommes de terre et haricots rouges, c'est pile poil pour avoir des protéines d'origine végétale de bonne qualité, et ça peut très bien remplacer une viande ou un poisson, sans souci. Et d'ailleurs, souvent, le chili con carne, on fait la totale. On fait viande, haricots, riz. Donc voilà. Et on met rarement de légumes, alors qu'il nous en faudrait. Voilà. Donc pensez à ça. Donc, comme je vous disais, le plaisir et l'équilibre doivent passer par ce que l'on met dans notre bouche et quelles sont les textures que l'on aime ou que l'on aime moins. Par l'oreille, le fait aussi d'avoir cette sensation, d'avoir un cadre de repas qui soit agréable, adapté et pas trop bruyant. Et puis, vous voyez bien quand on est nombreux à table, quand on écoute les uns et les autres, bah, finalement, on mange quand même beaucoup moins vite. Le visuel, qui est important, j'ai pas à le rappeler. Donc je vous donne quelques exemples finalement avec de la couleur, avec des préparations qui sont des choses toutes simples. Mais pareil, vous savez quand vous êtes invité à, mariage ou des choses comme ça, où là il y avait Noël et on a plein de petites verrines, c'est hyper tentant parce que le visuel prend le dessus par rapport à notre sensation de faim. D'ailleurs, souvent on passe à table, on n'a déjà pas faim, plus faim. Donc voilà. Alors que là, vous voyez, sur un plateau repas, ça a beau être très bon certainement, hein, mais alors là, il y a pas d'odeur et puis, c'est du plastique tout d'un coup. Bon, on a beau avoir une très belle pâtisserie, une belle portion de viande, à un moment donné, c'est beaucoup moins appétant. Donc pensez vraiment à cette fameuse règle des 5 à mettre en place au quotidien pour équilibrer votre repas, tout en ayant cette notion de plaisir à la fois gustatif et plaisir des yeux. Donc là, de nouveau, je vous mets le plaisir des yeux et le plaisir gustatif. Parce que souvent, on le fait facilement quand on reçoit du monde. Mais pour soi, on ne va pas le faire parce qu'on se dit: «Bah, non, je ne vais pas prendre du temps pour ça». Mais ça fait aussi partie de la notion d'équilibre alimentaire que de se préparer un bon repas. Donc pour le nez, ce sont les épices, les aromates. Donc vraiment la notion de plaisir et équilibre, c'est à vous de jouer avec vos sens, à vous de jouer avec ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Et puis, la notion aussi de se dire qu'on a des choses qui sont très faciles à faire en très peu de temps. Si vous êtes tout seul, pensez à congeler ou pensez à vous dire que, vous en mangerez au bout de 2 jours. Moi, je vais vous donner un exemple, hein. Moi, je cuisine le soir, je cuisine pas le midi parce que souvent je suis au bureau ou c'est trop juste, donc c'est plutôt à la gamelle. Donc ma gamelle, je la prépare avant de passer à table parce que sinon il ne me reste pas de tout au niveau de ma fameuse règle des 5. Et puis, je cuisine simple, hein. Des fois, il faut une quiche, c'est pas très compliqué à préparer ça peut être aussi, des risottos. Des fois, ça prend 15 minutes et vous pouvez faire un risotto avec autant de riz que de légumes. Ça sent bon, ça se réchauffe bien parce qu'il y a des re c'est que ça fait partie de ces plats où plus c'est réchauffé, meilleur c'est. Donc c'est tout bon. Vous avez déjà votre source de produits laitiers à l'intérieur et donc vous avez quand même des choses qui peuvent vous permettre de varier en fonction de la saisonnalité et ma fameuse gamelle, je la consomme à 2 jours après que le lendemain pour pas avoir l'impression de manger, la même chose. Pour les petites questions, les protéines végétales sont-elles plus caloriques qu'animales? Elles vont être moins grasses puisque je vous avais dit pour les protéines d'origine animale, tout ce qui est viande, poisson, œuf, en fonction de ce que vous consommez, vous allez avoir, des protéines excusez-moi, des poissons maigres ou des poissons gras, des viandes grasses ou des viandes maigres. Donc les protéines végétales sur la base sont beaucoup moins caloriques, oui, parce qu'elles n'ont pas ce côté gras. Par contre, réellement, si vous avez l'occasion de cuisiner souvent, des plats plutôt végétariens, faites attention parce que ça nécessite quand même d'avoir une petite sauce, d'avoir un agrément, sinon c'est un peu fadouille. Ça demande de boire beaucoup parce que, c'est sec. Donc si on veut faire vraiment une belle,
un repas gustativement intéressant avec des protéines végétales, il faut quand même rajouter un peu de liant et un peu de matière grasse pour que ça ait quelque chose de sympathique à la fois en bouche, en visuel et puis, qui vous évite de boire, votre litre et demi d'eau juste sur le moment du repas. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions peut-être? Je pense il va y en avoir. C'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup Laure, pour toutes ces infos. De toute façon, on va permettre aux participants d'ouvrir leur micro. Je pense que ça pourrait être, Très bien, intéressant, d'avoir les retours, audio, des participants. Je vais reprendre le contrôle, parfait. finaliser la présentation et puis, ne partez pas, hein, restez avec nous. On continue, avec les échanges. Donc, au niveau du questionnaire satisfaction, je vous invite à le remplir. Donc, il suffit de cliquer sur le petit lien cliquez ici. Je vais vous le mettre aussi dans toute la partie conversation. Vous pouvez, alors je sais que pour certains, vous le remplissez régulièrement, mais je vous invite quand même à le remplir. C'est très, très utile pour nos financeurs et pour nous aussi, pour savoir, ce que vous pensez de nos conférences et puis avoir de nouvelles idées. N'hésitez pas, on est toujours en construction de nouvelles thématiques. Vous pouvez aussi découvrir nos autres projets. Donc, on a plusieurs projets qui sont en cours. Bien sûr, les visioconférences, n'hésitez pas à vous inscrire et à inscrire des proches sur le site donc movadom.eventbrite.com. On a notre chaîne YouTube. Donc, vous recevrez un mail vers midi avec toutes les infos pour vous connecter à la chaîne YouTube et on met tous les replays. Donc, n'hésitez surtout pas là-dessus. Et on a 2 autres projets, un livre audio sur le déménagement senior, donc pour ceux qui ont un projet ou qui se posent des questions sur leur logement ou le logement d'un proche. Donc, c'est sur notre site movadom.com et également un podcast. Donc là, ce sont des interviews de seniors qui ont fait le choix de changer de logement. Donc, pareil, vous pouvez le retrouver aussi sur notre site movadom.com. Vous pouvez vous inscrire à notre prochaine visioconférence, donc qui est demain matin à 10h30 sur les outils de visioconférence. Donc, vous aurez la chance d'avoir Pascal et Chloé pour vous présenter cette conférence. Inscription comme toujours sur movadom.eventbrite.com. Et on remercie beaucoup la conférence des financeurs de l'Orne et la CNSA pour leur financement. Si vous avez la moindre question après cette conférence, vous pouvez m'envoyer un mail à contact@movadom.com.